OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Good. Alors, aujourd'hui, présentation sur Web Component, architecture web. Première chose, ce n'est pas une présentation formelle, c'est plus un format court. OK? Idéalement, on aurait demandé aux gens d'amener leur portable puis là de faire des exercices, mais la réalité, c'est que si on fait ça, bien, on va prendre 1 heure juste à setuper le matériel puis finalement, on ne fera rien. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça à la place avec une démo. Le tronc, l'épine dorsale de cette présentation-ci est en fait une démo qui dure, somme toute, 45 minutes. Finalement, la présentation dure 90, donc on va mettre au travers de ça des explications. OK? On prendra, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours lever la main, on les mettra au parking. C'est juste une question de gestion de temps, surtout au début de la présentation. Mais on va essayer quand même de se garder du temps à la fin en masse pour les questions. C'est ça. Alors, c'est un format plutôt informel. C'est d'un niveau, je dirais, intermédiaire. Les pros du web qui font ça depuis des années vont peut-être trouver que c'est un niveau un petit peu en bas. Mais ceux qui font du back-end plus, je vais faire peut-être un sondage. Qui fait de l'architecture plus non-web? OK? Et qui fait de l'architecture web? OK, c'est à peu près 50-50. Bon, fait qu'on a bien fait de viser intermédiaire, finalement. Oui, c'est bon. OK, parfait. Si vous êtes perdu, par contre, même si on ne prend peut-être pas les questions, surtout au début, si vous êtes perdu, vous pouvez lever la main et me dire « je suis perdu ». On va faire un rollback. Comme je disais, c'est plus format court, fait qu'on va y aller avec ça. Autre chose, il n'y a pas de diapo. S'il y en a qui veulent la vidéo muette de la démo, on pourra vous la donner si vous voulez plus tard. Et Yann va dessiner à la tablette graphique tout le long de la présentation. Alors, on va voir, on va espérer que ça marche bien quand même. Ouais. Ben, pour ceux qui ont déjà vu nos formations, je pense qu'ils commencent à être habitués. La plupart des présentations ou formations qu'on fait sont de ce format maintenant. Toutes les diapositives, le rendu en PDF va être mis sur notre site de conférence qui est noté en bas. Fait que vous aurez aussi accès à ça après la présentation. OK, alors c'est parti. Le web. Alors, au tout début du web, on était sur un modèle qui était basé principalement sur des documents. Puis il y a des espèces d'artefacts de ça historiques. Hein? Dans l'HTML, encore aujourd'hui, on a des balises comme P pour paragraph. OK? Donc, c'est l'époque du document. Mais pas longtemps après, finalement, on s'est dit « Ouais, le web, ça peut être plus que juste des documents. Hein? » Ça, c'est l'époque de Mosaïque, là, s'il y en a qui ont connu ça. Donc, finalement, ça a évolué. Finalement, on s'est mis à avoir des pages. Puis le concept de page est encore omniprésent dans tout ce qui est développement web de nos jours. Le problème, c'est qu'on fait un saut dans le temps. Si on revient de nos jours, on ne fait pas juste des pages web. Ça se peut là, que vous fassiez des sites web qui n'ont pas de trucs vraiment compliqués. Mais on commence maintenant à faire des applications web. D'ailleurs, pour cette présentation-ci, on se situe dans cette catégorie-là. Ce que je veux, c'est faire une application web. Puis dans le monde des applications web, en fait, on est beaucoup plus proche. On revient, on voit réémerger les pratiques et puis les façons de faire, puis les technos, puis les architectures qu'on avait dans le temps du desktop. Parce que, tu sais, vous savez, le temps des GUI, là, des Graphical User Interface, hein? Bien, on a les mêmes problèmes parce que ce qu'on veut faire, c'est des apps. Puis de nos jours, là, si vous faites une application de to-do list, par exemple, sur votre téléphone, vous avez décidé de faire ça en HTML, là, mais vous essayez de rendre l'expérience comme si c'était natif. La frontière entre le web et le natif va s'estomper dans l'application, mais la notion de page, elle, devient comme un peu obsolète. Tu sais, c'est quoi une page dans le contexte d'une application? La page devient un peu comme dans le temps du desktop, les windows. Fait que là, vous vous souvenez, Ah, tiens, on voit que moi, je suis en Mac, puis lui, il n'est pas en Mac, il met les points à droite au lieu de les mettre à gauche. La window. Mais bon, donc la window qu'on avait à l'époque, quand on faisait du desktop, c'était comme le canevas sur laquelle on dessinait à l'intérieur. Bien, de nos jours, dans le web, la page est en train de devenir le même genre de canevas de fond sur lequel on veut placer des boîtes. Puis ces boîtes-là, c'est des composantes, en fait. Le point avec les composantes, c'est que si on ne fait pas attention à comment on les découpe, ça va devenir l'enfer à maintenir. Parce que si on regarde juste ça d'un point de vue visuel, puis ce qui m'a toujours un peu fasciné, là, en passant, c'est que dans le web, on définit généralement des sections sur une page web. On en fait des boîtes comme en 3D, c'est la mode comme des damiers là, actuellement dans le CSS. Là. Fait qu'on voit ça, mais ça, là, on le représente visuellement, mais très, très, très souvent, ben, dans le code, c'est du code spaghetti avec le CSS totalement couplé entre toutes ces composantes-là. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas réutilisables puis indépendants. Fait que là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est réussir à découper la partie visuelle et la logique de présentation qui vient avec
d'une manière telle à ce que mes composantes, mes boîtes que je déplace sur la page, soient indépendantes réellement et deuxièmement, réutilisables. Mais ça va demander en fait que pour qu'une composante, on va définir qu'est-ce que j'encapsule à l'intérieur de la composante. Et on voit les termes qu'on utilise, back-end ou desktop, revenir. Qu'est-ce qu'on encapsule normalement dans la programmation non visuelle? Hey, c'est une vraie question. Oui. Ouais, OK, c'est un petit peu niveau trop haut. C'est quoi, là, dans du cas, normalement, là, quand je fais un test unitaire, j'encapsule quoi? Ça va vous aider, l'unité? Une classe. OK? Donc, j'encapsule quoi dans une classe? J'encapsule des propriétés, des attributs ainsi que des méthodes, donc des comportements avec leurs données, qui soit en passant données qui ne devraient pas couler, ça s'appelle le tell long task, là, on reviendra à ça. Donc, j'encapsule ça pour représenter un concept qui est nommé, puis je veux le rendre indépendant. Même chose du côté du web, mes composantes vont devoir avoir certaines caractéristiques. Et la première chose, c'est que je vais vouloir m'assurer d'encapsuler 3 choses. 1, le DOM. Donc, tout l'arbre, finalement, l'HTML, si vous préférez, la côté structure visuelle. Deuxième chose qu'on veut encapsuler dans une composante, la logique de présentation, le JavaScript, finalement. Troisième chose qu'on veut encapsuler, et c'est là que d'habitude on oublie. Qu'est-ce qui manque? Le style. Si tu n'encapsules pas le CSS puis le style dans la composante, elle n'est plus indépendante. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne pourras pas la réutiliser ailleurs, cette composante-là. Si tu veux la réutiliser indépendamment, si tu veux la tester indépendamment du reste, il va falloir prendre le style puis l'embedder à l'intérieur. Pour ceux qui s'inquiètent pour le thème, il y a des mécanismes pour faire en sorte d'appliquer le thème sur la composante tout en la laissant découpler. Voilà, alors ça, c'est pour les composantes. Ensuite, on a une série de règles qu'il faut respecter pour que la composante soit correctement faite. La première chose, c'est qu'il faut qu'elle ait une seule mission. Y a-t-il quelqu'un qui sait quel principe solide pour les développeurs back-end est similaire? Single Responsibility Principle, exactement. J'aurais dû amener des bonbons, quelque chose pour distribuer à chaque fois que quelqu'un demande. Donc, la composante doit avoir une seule mission, une seule raison d'exister et une seule raison de changer. Donc, ma boîte, là, même si c'est visuel et qu'il y a du JavaScript de présentation seulement, cette boîte-là doit être indépendante. Une seule raison d'être modifiée. Deuxièmement, elle doit être totalement réutilisable. Troisièmement, elle doit être composable. Parce que là, vous comprenez qu'il y a des petites boîtes et des grosses boîtes. Fait que ce qu'on veut, c'est être capable de les embarquer une à l'intérieur de l'autre. Donc, ça va être l'autre règle. Ensuite, on doit embarquer dans une composante seulement la portion visuelle. OK? Vous ne voulez pas coupler vos composantes, parce que tout le monde sait que le look d'un site, après 2 ans, c'est plus bon. Fait que vous ne voulez pas aller mettre votre logique d'affaires là-dedans. Puis là, vous allez dire, c'est bien évident, il est dans le back-end. Mais il faut faire attention à ça, parce que si vous faites des web applications, ça se peut bien là, que tu fasses une app qui, à la limite, n'a peut-être même pas de back-end. Là. C'est peut-être juste une app. Puis si tu as juste une app, ben ton code d'affaires, il est dans JavaScript. Puis c'est pas parce qu'il est en JavaScript qu'il faut le mettre. Tu sais, ça serait l'équivalent de faire en desktop, par exemple, puis on l'a vu malheureusement, une boîte avec un bouton avec le code, ce qu'on appelle le code behind. Là, tu t'en vas mettre toutes les requêtes SQL dans l'événement du bouton. Mauvaise idée. C'était pas une bonne idée dans une app desktop, puis ça l'est pas plus dans une composante web maintenant. Là, OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Et finalement, on ne découpe pas, puis ça, c'est la plus tricky, là. C'est subtil. On ne découpe pas les composantes en fonction de la technologie. On découpe les composantes en fonction de leur concern, de leur considération, de ce pourquoi ils existent visuellement, finalement. OK? Ça fait, puis ça, on va le voir, là, c'est pernicieux, là, cette affaire-là, là, c'est le concept qui détermine ça. Puis ça, il faut le déterminer en fonction du problème puis de ce pourquoi je fais mon app. Ceci, on va le voir tout à l'heure, ceci est une composante de feedback, de rétroaction. J'essaie de le nommer, j'essaie de l'encapsuler comme ça, pas en me disant c'est un bouton ou ça, c'est tel techno ou ça, c'est... Puis c'est là qu'on va voir l'apparition de composantes qui sont couplées à un moment donné. Parce qu'on se dit, j'aurais besoin de mettre une boîte là. Non, 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 non. Il faut se dire, j'ai une composante, même si visuellement, c'est peut-être pas exactement la même chose, ceci est une considération. Donc, ça a moins de chances de changer. Voilà pour nos règles pour une bonne composante. Ton micro est pas ouvert, je pense. Il y a aussi une règle qui est relativement importante, puis que cela, on la comprendra un petit peu plus appliquée après. C'est
la vision que chacune de ces composantes elles ont. Donc c'est entre autres selon l'encapsulation, selon les principes de je vais avoir des composantes qui travaillent entre elles. En fait, nous personnellement on l'a nommé la règle comme du n plus 1, mais en fait ça va être qu'une certaine composante qui a été définie va être composée d'autres composantes forcément, elle va collaborer avec elles, mais il faut qu'elle travaille avec elles uniquement selon le contrat qu'elle va exposer. La composante qui est au niveau actuellement n, ici, ne peut pas connaître le niveau n plus 1 ici. Ça doit être comme une boîte noire, comme on le voit exactement quand on design des classes, quand on parle d'encapsulation. Fait que toutes les composantes qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est une boîte noire, mais il faut aussi qu'elle soit inconsciente de là où elle va être utilisée, donc le niveau n-1 qui est à l'extérieur. Oups, n-1. Donc tous ceux qui vont être composés de la composante qui nous intéresse elle ne devrait pas être au courant de ce qui se passe dans ce monde-là. Puis c'est volontaire parce que si vous y pensez, si vous voulez rendre votre composante réutilisable, il ne faut pas qu'elle connaisse dans quel contexte elle s'applique. Sinon, elle n'est plus réutilisable. Fait que ça, c'est pour n-1. Puis pour n plus 1, vous ne voulez pas aller chercher à l'intérieur le fait qu'il y a un certain test que vous brisez l'indépendance. Ce qui fait que si la représentation, imaginez que, je ne sais pas, c'est une composante ici qui a un text field à l'intérieur, puis qu'il y a quelqu'un qui dit hey, dorénavant, c'est plus un text field, c'est un je ne sais pas quoi là, à la place. Il y a des choix de réponse maintenant à la place. Tu ne veux pas changer toutes les composantes qui l'embedent finalement à ce moment-là. Donc, tu as intérêt à te protéger de ça. Et pour te protéger, on va définir ici un contrat, un genre d'API finalement, qui va te permettre de dire je vais interagir avec toi sous la forme de commandes que je peux t'envoyer puis des événements que je vais recevoir. Donc, que ce soit parce que j'ai détecté le mot patate à l'intérieur du text field ou que tu l'as choisi dans un text field, je vais t'envoyer un événement de genre hey, patate a été sélectionné. C'est la différence. Après, je vais pouvoir faire visuellement comme je veux. Mes composantes sont restées relativement indépendantes. Donc maintenant qu'on a en tête ces différentes règles de comment concevoir une composante, puis qu'est-ce qu'elle doit encapsuler, qu'est-ce qu'elle doit avoir avec elle, on va commencer à coder une première composante. L'application qu'on va utiliser comme démonstration va être une simple application un peu à la Stack Overflow où vous posez des questions. Donc, simplement poser une question avec une certaine description. Ça va l'afficher dans la liste de toutes les questions à côté. Fait qu'on peut y aller avec plusieurs questions après ça. Et il y a un petit système de réputation qu'on le verra un peu plus tard en détail, qui fait que si jamais j'ai pas une assez bonne réputation, j'ai plus le droit de poser des questions. Donc vraiment tout simple, avec une petite logique escaladant. Puis pour revenir un peu sur les propos de Félix-Antoine de tantôt, que naturellement, quand on design des interfaces, quand on fait des applications, on voit toutes ces boîtes qui sont composées, qui sont définies dans notre application. Fait que ça nous donne un premier indice de peut-être potentiellement quelles composantes on pourrait avoir là-dedans. Puis en fait, la première à laquelle on va s'intéresser, nous, va simplement être cette action de voter, particulièrement le bouton qui nous permet de transmettre un feedback, donc déterminer si on le trouve positif ou négatif, cette question-là. Puis, tu peux commencer la démo par ça, juste expliquer pourquoi on a appelé ça rétroaction ou feedback comme bouton. Remarquez le fait qu'on cherche un concept et un nom qui existe dans le problème que je veux résoudre, qui est de faire une application de vote, finalement. Okay? Mais en même temps, le concept est suffisamment générique pour être réutilisable. Un bouton de vote pourrait être utilisé dans un site qui sert à faire des trucs d'élection, par exemple, mais pourrait servir aussi pour un truc genre à la Stack Overflow. Fait que c'est relativement générique, mais on n'a pas appelé ça une bouton flèche. Parce qu'en ce moment-là, tu décris comment tu as fait pour le représenter visuellement versus pourquoi il existe dans ton app. Puis c'est à cause de ça qu'on a de la misère des fois à découper correctement nos composantes, parce qu'on ne cherche pas ce niveau d'abstraction-là. Puis l'étape d'après qu'il va y avoir, c'est se demander en fait c'est quoi le comportement, parce qu'il y a des concepts qu'on veut représenter, comme le bouton de feedback qui est un certain concept, mais c'est quoi son comportement? Fait que si on se donne l'exercice, ça pourrait être tout simplement dans ce cas-là que quand on clique dessus, donc il va falloir qu'on simule un clic. Si jamais pour les technos, c'est vrai, on n'a pas pensé à faire l'avertissement au début, mais la présentation va être principalement en React. Les tests, on va les écrire en Jest avec Enzyme comme framework pour tester React. Mais toutes ces technologies en tant que telles, c'est juste des détails. Fait que moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que l'idée est que tout ce qu'on va vous démontrer est applicable à Vue.js, AngularJS, que vous utilisez Mocha, Jest, Enzyme, comment ça s'appelle Storybook ou whatever, quelle technologie vous utilisez pour tester et développer vos applications, ça n'a pas vraiment d'impact
Donc, on ne prête pas plus de temps là-dessus. Donc, je vais devoir, pour décrire mon comportement, que quand je vais aller cliquer sur mon bouton de feedback, je veux qu'il y ait un certain événement qui soit émis. Puis l'événement qu'on veut émettre, c'est qu'il y ait eu le feedback. Donc, tout simplement, on clique du bouton, que ça va nous prendre d'aller dans le feedback, chercher notre composant de bouton et faire une simulation du feedback. Peut-être, Félix, veux-tu expliquer rapidement la syntaxe pour certaines personnes qui accrocheraient? Oui, parce que s'il y en a qui ont utilisé Enzyme, là je ne sais pas trop où pointer, c'est un peu tannant, il y a comme deux écrans, là, je me suis essayé de l'autre bord, mais quand vous avez feedback.find quelque chose, .simulate, sachez en fait que ce que ça simulate, c'est on-feedback. Juste pour être clair, c'est parce que le problème, c'est que dans le cas d'Enzyme, il rajoute les événements avec un on en avant, mais quand vous utilisez les méthodes pour y accéder, il rajoute le on tout seul. C'est un peu weird. J'aimerais ça savoir pourquoi ils ont trouvé que c'était une bonne idée, là. Mais en tout cas, si vous mettez on quelque chose dans la string, ça ne marchera pas parce qu'il va chercher on. Alors, il faut juste savoir ça, OK? Ça va aider à comprendre la démo. Exactement. Puis, là, c'est avec React, un des moyens de, après ça, donner la fonction qu'on veut vérifier qui a bien été appelée pour vérifier qu'il y a eu l'événement qui a été lancé, c'est par des props. Donc, aussi, les props, en passant, dans ce cas-ci, pour ceux qui connaissent React, là, c'est l'équivalent, c'est le contrat, finalement. J'ai une composante, je vais te passer des props. Les props servent à la fois à l'entrée puis à la sortie, dans le cas de React. Donc, c'est mon contrat. C'est la partie définie qu'on mettait deux petites boules sur le schéma tout à l'heure. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est si je clique sur le bouton, je m'attends à ce qu'il y ait une prop de sortie, un événement, finalement, qui sorte en disant « Hey, il y a un feedback qui vient d'avoir lieu ». Remarquez que ce qu'on cherche, c'est dire il y a un feedback qui a eu lieu, c'est pas il y a eu un clic sur le bouton, il y a une petite nuance entre les deux, là. Donc, l'action, c'est le clic, le résultat, c'est le feedback obtenu. Et, en tout cas, normalement, les tests devraient passer, mais bref, normalement, c'est pas bien grave pour la démo, mais c'est ça. Donc là, on a simulé dans notre bouton de feedback qu'il y a eu un certain onClick dessus et qui va appeler la fonction onFeedback que nous, on a transmis pour qu'il puisse nous signaler qu'il y a eu cet événement qui a été produit. Oui, je veux juste faire remarquer qu'en passant, pour rouler ces tests-là, actuellement, nous n'avons pas besoin de démarrer l'application. Parce qu'on est en train de simuler, en fait, pour ceux qui sont habitués plus dans le back-end, on est en train de faire des mocks automatiquement, qui fait en sorte qu'on a, c'est ce que Enzyme va faire dans ce cas-ci, va isoler finalement la composante qu'on veut tester de toutes les autres, où on fait juste vérifier si moi il m'est arrivé ça, est-ce qu'il y a une prop qui a été passée, puis à l'inverse, on peut faire la chose inverse, évidemment, si moi j'ai reçu ceci, je l'ai repassé à quelqu'un d'autre. Donc, on s'intéresse seulement à l'interaction, finalement, entre nos composantes et non pas à est-ce qu'il y a eu tel texte dans le milieu de la page web, finalement. Là. Exact. Puis, pendant qu'il parlait, j'ai réussi à faire passer le test, finalement. Donc là, on pourrait se dire, le test passe, tout est beau. Mais il y a un problème en tant que tel avec ce test-là. Donc, j'ai simulé un clic sur un bouton, puis j'ai vérifié que mon feedback event a été passé. Le problème, en fait, qu'il y a avec ça, c'est que notre test, actuellement, qui veut aller vérifier un comportement qui est vrai, peu importe comment on décide de l'implémenter, c'est qu'à l'intérieur de ma composante, j'ai un bouton. Donc, si pour une raison X ou Y, maintenant, je décidais d'utiliser une autre librairie, puis où je voulais avoir un tag A à la place, et que je reroule mon test, il va échouer. Donc ça va indiquer que mon test est fragile. Donc, pour avoir une application web qui évolue correctement, et on va chercher à avoir des tests les plus robustes possibles qui nous disent réellement la raison de pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. Là, mon code fonctionne encore. Fonctionnellement, il est encore bon parce que je peux cliquer sur un tag A, mais mon test a arrêté de fonctionner. Donc, je vais être pris à devoir les maintenir pour les mauvaises raisons. Là, c'est juste un petit événement à une certaine place, mais plus l'application va devenir grosse, plus ça va être l'enfer si on a tous ces tests fragiles. Donc, il existe des façons plus stables, plus robustes d'y aller, sans que le test prenne acquis comment c'est implémenté. Pour épargner un peu les détails, il y a une certaine façon de faire qui a été déterminée comme étant la plus stable, c'est d'utiliser un data test ID qui nous permet d'identifier le bloc qu'on veut que pour les tests. Donc, il n'a aucune autre raison de changer que pour les tests. C'est intéressant parce que ça nous ramène encore une fois toute l'histoire du single responsibility, même dans ton HTML, entre guillemets.
on a quelque chose qui sert finalement à maintenir ma stabilité pour ce qui est de l'interaction, donc les comportements de mes composantes, versus l'autre portion qui est essentiellement pour des raisons visuelles. Tu ne veux pas trop t'accrocher pour faire ce genre de test d'interaction. Tu ne veux pas t'accrocher sur des classes ou des ID qui servent essentiellement à des représentations visuelles qui pourraient changer, donc qui feraient échouer ton test finalement. Ce qui permet après ça vraiment de changer autant qu'on veut, rajouter des blocs, changer notre style, sans jamais que le comportement de notre composante ait changé. Ça reste que la composante est visuelle. Alors, si la composante n'existe plus ou doit être changée pour adapter au nouveau design graphique, c'est sûr que ça va changer. Mais à ce moment-là, je m'attends à avoir un changement majeur de ma composante ou même l'élimination de la composante, donc mes tests changent aussi. C'est normal. Puis, en tant que tel, ben, ceci est une composante. Même si c'est un tout petit bouton, même si c'est une toute petite portion de notre application, on va l'identifier ici. Là, ce qu'on vient de faire, c'est ce bouton qui est ici, c'est un feedback qui est là. Ben, même si c'est aussi petit que ça, c'est une composante. C'est quelque chose qui a un comportement, qui a quelque chose qui a de la valeur dans l'application qu'on conçoit. Et comme on peut le voir, il est déjà réutilisé. Il pourrait déjà être réutilisé à plusieurs endroits, dans plusieurs contextes. Ou même peut-être dans une autre app, soit dit en passant, parce que c'est quelque chose qui est très générique. Puis si vous vous demandez pourquoi c'est le même pour le haut et le bas, parce que vous voulez faire en sorte que la flèche, finalement, est une représentation qui, probablement, fait partie du contrat. Donne-moi la représentation que tu veux pour ce feedback-là. Parce que si vous remarquez un point important, pour respecter le Single Responsibility Principle, donc la responsabilité unique, on veut s'assurer que le bouton de feedback ne parle que de feedback, seulement une rétroaction. Lui ne doit pas être conscient du fait que c'est positif ou négatif, sa rétroaction. Ça va être la composante parente qui va lui donner un sens, qui va dire, lui, là, moi, je suis la plus grande boîte, j'en ai un en bas puis un en haut. Moi, je sais que celle d'en haut, c'est plus, celle d'en bas, c'est moins, donc je vais te fournir le caractère qu'il faut que tu ailles mettre dans la composante, finalement. La composante de plus bas niveau est agnostique de ça et c'est volontaire. Elle est plus facilement testable et réutilisable en faisant ça. Puis, j'explique-tu Atomic Design maintenant? Oui. Puis, ça nous amène, en fait, pour gérer n'importe quelle complexité, il y a quelqu'un qui a inventé généralement un modèle. Et la meilleure façon d'avoir un modèle, c'est de le calquer sur la nature. OK? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. Il y a quelqu'un qui a fait un tabac avec son livre sur Atomic Design. L'idée étant finalement de calquer comment marche le monde naturel. Alors, la plus petite forme de composante visuelle qu'on peut avoir va se trouver être un atome. Alors, dans la physique normale, l'atome, c'est comme l'élément le plus petit que tu ne peux pas diviser sans en perdre des caractéristiques physiques. Oui, il y a des protons, il y a des électrons, mais ils n'ont pas de caractéristiques physiques en tant que telles. C'est l'atome qui va te permettre de le composer. Le tableau périodique, en les composant, va te former quelque chose qui va être utilisable, finalement. Donc, c'est ce qui a été repris dans le monde de l'architecture web. Alors, l'idée de ça, un exemple, là, ça serait, mettons, de l'oxygène ou de l'hydrogène, c'est des atomes de base. Bien, un exemple dans le web, ça va être le bouton de feedback, par exemple, qu'on vient de faire, mais ça n'a pas besoin d'être juste... Il y en a qui confondent des fois, qui pensent qu'un atome, c'est forcément seulement une balise de base de l'HTML. Mais ce n'est pas le cas. Un exemple, Facebook, le thumbs up, c'est un atome, cette affaire-là. C'est quelque chose qui est petit, mais qui a un petit sens, finalement, et qui est composable, et que je suis capable de donner un nom d'affaires, finalement, qui va aller avec. Il a ses propres propriétés, puis il a ses propres réactions, puis il va les communiquer, finalement, sous la forme d'un événement ou d'une entrée via le contrat qui a été défini. Puis après ça, le niveau supérieur à l'atome, c'est la molécule. Alors, une molécule, dans la vraie vie, c'est comme H2O. H2O, c'est de l'eau. Alors, H2O2, qu'est-ce que quelqu'un sait c'est quoi H2O2? Du peroxyde. Alors, je ne vous conseille pas de l'avaler. C'est pas une très bonne idée. C'est pour vous montrer qu'en fait, en composant les mêmes atomes à l'intérieur d'une molécule différente, le sens et ses propriétés utilisables ne seront pas les mêmes. Puis, c'est le niveau moléculaire qui va commencer à donner une espèce de sens opérationnel. L'atome tout seul, elle ne fait pas grand-chose, elle rapporte quelque chose. Ensuite, tu as la molécule qui donne un sens. Puis un exemple de ça, c'est que vous pourriez avoir deux boîtes qui, à l'intérieur, ont une entrée de texte ainsi qu'un bouton. Puis vous pourriez obtenir deux molécules complètement différentes. Ça pourrait être, par exemple, pour le premier, je ne sais pas, un truc qui permettait d'être une barre de recherche, par exemple. Donc, tu mets quelque chose, tu appuies sur le bouton « Rechercher ». Puis la deuxième, ça pourrait être pour poster un tweet sur Twitter. Tu as une boîte, tu appuies sur le bouton. Si vous remarquez, la molécule lui donne un sens différent, puis c'est là qu'on va venir greffer aussi des validations différentes. Parce qu'on s'entend, la barre de recherche, elle ne fera pas les mêmes validations sur le texte que sur
le post de Twitter. Hein, le nombre de caractères ne va pas être pareil, etc. Et la conséquence ne sera pas la même. La molécule search bar va exposer, il y a eu une recherche avec ça, alors que l'autre va exposer probablement quelque chose comme le tweet dont tel numéro a été fait, dans le fond. Fait que vous voyez la nuance entre les deux? On a deux molécules composées des mêmes atomes, mais qui n'ont pas produit le même résultat final. Juste peut-être un rappel, tout ça reste toujours dans le visuel. Hein? Donc, c'est des composantes qui sont visuelles, même s'il y a du JavaScript, c'est du JavaScript de validation de présentation qui est dedans. Donc, si on reprend encore notre application, donc là, on vient de voir le bouton de feedback. Ce bouton de feedback, on en a parlé rapidement, peut être défini positivement ou négativement. Et ensemble, ils vont former un élément qui nous permet de voter, donc de voter pour une question. Donc, on va passer dans le code pour voir comment est-ce qu'on fait collaborer ces éléments de base ensemble. Juste pendant que tu commences, rappelez que ce qu'on a appelé la composante de vote, c'est la flèche par en haut, la flèche par en bas, puis le score au milieu. C'est comme toute cette partie-là. Là. Et encore une fois, tout ça serait réutilisable dans un autre contexte qu'une application comme celle-là. Là. Exact. Donc, encore une fois, si on essaie d'écrire le test en premier, et puis qu'on réfléchit à le comportement que notre vote veut avoir, la toute première chose qu'on va vouloir faire en fait avec ce vote, c'est qu'il nous affiche le score du vote en tant que tel. Donc la question va lui transmettre un score, puis on va vouloir l'afficher. Donc, premier comportement, c'est simplement qu'il contienne un score qui a été configuré avec le score du vote. On va aller réutiliser notre petit helper pour aller chercher l'ID de notre élément de test à l'intérieur du vote, qui va être le score, puis vérifier qu'il a les bonnes props, donc to have prop. Je ne sais pas pourquoi il ne me auto-suggère pas. Tout fonctionne bien aujourd'hui. Je n'ai pas imploré les dieux de la démo. Je pense que c'était ça mon problème. Donc, il va y avoir le score de vote au tout début, de défini. Et de cette manière. Notez que le fait de vérifier qu'il y a une prop, pour ceux qui ne font pas de React, là, ça veut dire en gros vérifier que le contrat suivant marche. Okay? Peu importe la techno, là, vous pourriez être dans une autre techno qui va avoir une autre nomenclature, ça n'a pas d'importance. L'idée, en gros, c'est de dire si j'ai obtenu cela, j'ai fait ceci avec. C'est carrément des interactions qu'on teste, hein? N'oubliez pas ça. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui remarquent que c'est possible de faire du TDD même dans des composantes visuelles. Je dis ça de même. Là. Hein? C'est ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez choisir de ne pas faire de TDD en passant, mais le fait de ne pas être capable d'en faire dénote probablement que vous découpez mal vos composantes et vous ne testez pas les interactions entre les composantes. Vous êtes probablement extrêmement couplé et dépendant de votre visuel, ce qui pourrait faire en sorte que votre test va être très fragile. Après, que vous ne fassiez pas de TD, ce n'est pas tellement grave. Le point, c'est que si vous n'êtes pas capable d'en faire, c'est peut-être parce que vous avez un problème soit architectural ou soit de la manière dont vous réalisez le test. Après, vous déciderez bien de le faire avant ou après. Et j'ai encore une fois une erreur. Fait que l'affaire que mon test me disait qu'il ne trouve pas la prop était vraiment... Oh! J'ai oublié de les wrapper dans un expect. OK. Donc, espérons que le test passe. Pas grave. Dans tous les cas... Ça a mal parti, hein? Vous n'avez pas vu ça avant de rentrer dans la salle, mais le portable ne projetait pas. En tout cas, c'est un peu tough à l'après-midi. Ah oui, je sais pas. Bon, on va s'en sortir. Excusez. Ça nous prend un data test ID. OK. Si on regarde le test en tant que tel, juste pour revenir un peu sur un parallèle par rapport à la fragilité, on n'a pas été vérifié que notre vote affiche une certaine string ou un certain texte en tant que tel, mais plutôt de voir qu'il a bien un score qui a été configuré avec les bonnes affaires. Donc ça, c'est pour, si on revient à notre schéma du N1-1, N1 plus 1, c'est pour renforcer le fait, même à travers le test, que notre boîte N, qui est notre vote actuellement, ne sait pas comment s'est affiché les choses à l'intérieur. Il sait juste qu'il a un élément de score qu'il va utiliser, configurer de la bonne manière. Tout ça pour rendre plus robuste nos tests, parce qu'on pourrait changer l'implémentation de score sans que lui soit impacté. Après ça, les autres comportements qu'on va avoir, donc c'est à peu près similaire avec avec le feedback. En fait, ça va être la collaboration avec nos boutons de feedback. Donc là, quand il y a eu un feedback positif qui va avoir été émis sur notre composante,
Donc, find, je vais aller chercher l'élément, l'atome en fait de feedback positif, puis le faire simuler un événement feedback dessus. Et, j'ai fait une typo, et vérifier que c'est bien notre comportement à nous qui est émis. Et notre comportement qu'on veut offrir avec cette molécule de vote, c'est le fait qu'elle émette un feedback positif, qu'elle émette un upvote, en fait, pour voter pour une question. C'est le moment, en fait, où on est en train de filer l'affaire, en train de dire, OK, l'atome qui était là-bas, là, son sens, c'est un vote vers le haut versus vers le bas. La molécule commence à donner du sens à mon atome à partir de ce moment-là, puis c'est ça qu'on veut décrire dans notre test aussi. Puis remarquez d'ailleurs que simulate feedback, la raison, c'est parce que l'événement qui est lancé, c'est on feedback, c'est pas on click. Parce que rendu là, le format, est-ce que c'est un clic ou c'est un swipe ou un je sais pas quoi, m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est si le feedback a réagi, moi, je dois faire quelque chose avec, finalement. C'est l'idée de la composition qu'on disait que les composantes doivent être composables. C'est ça l'idée. Quand vous prenez constamment la composante en allant jouer à l'intérieur de l'autre, bien, elle n'est plus vraiment composable, elle connaît l'autre. Et pour la première fois, le test a fonctionné first shot, fait que c'est bon, la démo commence à embarquer. Donc là, nous avons maintenant notre feedback positif, puis le dernier comportement qui nous reste à avoir pour ce vote-là, c'est la deuxième spécialisation du feedback, qui est le downvote. Donc cette fois, quand il y a un feedback négatif qui a été simulé, donc là, je vais chercher mon feedback que j'ai décidé qui serait le négatif, je vais m'assurer à ce qu'il y ait un downvote event qui est émis. Donc, remarquez que le rôle d'une molécule, généralement, puis tout à l'heure, on va expliquer pourquoi c'est comme ça, mais je veux faire remarquer le fait que actuellement, tout ce qu'elle fait, c'est donner un sens aux atomes, puis réémettre ça sous la forme d'un autre événement. Okay? Parce que le bouton, l'atome a dit on feedback, et puis ensuite de ça, la molécule dit OK, quand il y a un on feedback de la flèche par en haut, moi, je traduis ça en disant hey, il y a eu un événement qui est un upvote. Tout ce qu'il a fait, c'est injecter du sens à l'intérieur de la file d'événements, finalement. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est comme ça, mais retenez ça pour l'instant. Exact. Ce qui fait que si je reroule mes tests, ça échoue parce que j'ai fait un copy-paste et que j'ai oublié de changer ma props. Ce qui est génial en fait avec ça, c'est que mon test me donne mon feedback instantanément. Je n'ai pas eu besoin d'aller démarrer l'application, cliquer à droite à gauche, puis vérifier que ça marche. Mon comportement, maintenant que j'ai juste fixé my typo, est enforcé par mon test. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'avoir cette information qui m'est transmise par rapport au fonctionnement de mon application en tant que telle. Donc, là, ça fait pas mal le tour maintenant pour notre composante de vote, qui, en fait, par rapport au schéma, donc si je la nomme ici, on a vraiment été vérifié que son comportement, quand on lui donne une certaine information, donc le score, le score ici, que c'est bien ça qui a été délégué à ce niveau-là, que quand il y a un événement qui est sorti ici, c'est bien mon événement upvote qui est remis, hop, puis quand il y a un événement ici qui ressort, que c'est bien mon événement de downvote qui ressort, down. Donc ça permet de spécialiser notre molécule et qui commence à avoir deux sens distincts. Comme Félix-Antoine l'expliquait, on vient de donner un sens à ces atomes de vote, cet atome de score, puis cet atome de feedback, pour dire maintenant c'est un vote, tout ensemble. OK, ça fait que là, l'étape suivante, c'est beau. Là, on a un atome, une molécule, il en manque un. OK, c'est un organisme. Alors, pour la première fois, on va donner vie à cette patente-là. Jusqu'à maintenant, c'était un peu nono, là, hein? Ça prenait de quoi, ça leur passait, ça donnait un peu de sens. L'organisme, pour la première fois, va commencer à insuffler quelque chose de plus complexe à l'intérieur. Mais ça va rester de l'affichage. Faites attention, encore une fois, de ne pas dire, parce que c'est un organisme, « Hey, c'est le temps d'aller me connecter au local storage. » No. C'est le temps de rester dans le visuel. OK? Donc, vous voulez avoir une sorte d'organisme comme ça qui va composer. Puis là, c'est important de comprendre que l'organisme peut composer de d'autres organismes moins complexes qu'elle. Elle peut aussi être composée de molécules et ou d'atomes et tout ça combiné ensemble. Puis un exemple de ça, ça va être par exemple sur une page de produits. Bien, vous avez un catalogue d'achat, un site de e-commerce, vous allez avoir un catalogue de produits en damier, par exemple. Ça, c'est clairement un organisme composé de molécules. La molécule, c'est probablement, vous avez le vêtement avec sa description et son prix en bas, composé eux-mêmes d'atomes. Ça, c'est ta molécule. Puis tu vas la répéter dans le damier pour faire une grille, par exemple. Puis peut-être qu'il est cherchable
Alors, tu vas avoir un filtre en haut qui te permet de filtrer en fonction des types de composantes, etc., en fonction des types de vêtements que tu as, etc. Puis, l'organisme, elle, va exposer un contrat qui va permettre notamment peut-être de la réutilisation plus facile. Peut-être qu'elle va dire, tu peux me dire, le filtre, il est possible ou il n'est pas possible. Si le filtre n'est pas possible, je vais enlever la barre. Je ne sais pas si vous voyez, l'organisme commence à prendre des décisions de présentation. En fonction du simple fait de dire c'est pas filtrable, il choisit soit de griser la barre ou de l'enlever. C'est son choix. Ou de dire, dans tel contexte, en fonction de ce que j'ai obtenu dans mon contrat, dans mes props, je vais choisir de combiner cette molécule-là avec celle-là au lieu de celle-là et celle-là. Ça va être essentiellement tout vos codes JavaScript du genre qui va se ramasser là. Il faut être capable de gérer la complexité qui vient avec la vie, finalement. Puis, dans notre application, est-ce que vous avez une idée rapidement de qu'est-ce qui pourrait représenter un peu plus un organisme par rapport à ce qu'on a vu? Donc, rapidement, le feedback est un atome, le score est un atome, l'autre feedback, bien, forcément un atome. Ensemble, on les a combinés pour faire une molécule. Fait que la grille? Donc, la grille au complet? On peut commencer avec un élément de grille. Donc, la carte, en fait, qui va être ici, qui représente la carte d'une question, donc on va l'appeler question card, est un organisme. C'est un petit organisme qui est relativement simple, qui fait juste gérer la vie d'une carte, mais c'est un organisme. Et le comportement que lui va avoir, c'est qu'on puisse voter, mais pour une question. Donc, il va venir lier le vote avec la question qui est affichée à cette carte-là. C'est ça le comportement qui va être illustré dans cette molécule, dans cet organisme-là. Puis, en code, comment ça se représente? Donc, on va avoir notre question card, qui a déjà été défini pour la plupart, qui, comme démontré ici, va contenir un vote, une question. Et le comportement qu'on veut avoir, c'est qu'elle va lier ce vote-là avec cette question-là. Donc, on a déjà vu assez de tests jusqu'à maintenant, puis ça n'a pas été les démos les plus incroyables, vu que ça a brisé pas mal. Donc, on va continuer sans démo pour la suite, sans test pour la suite, excusez. Dans la vraie vie, on ne fait pas ça, hein? Non, exactement. Ça prend toujours les pratiques de tester, juste pour être de clair, mettre vos comportements avant. Donc, le comportement qu'on veut, c'est que quand il y a eu un upvote sur un vote, qu'on se retrouve à aller émettre un nouvel événement qui va être upvote question, et qui va cette fois dire c'est une question en particulier qui a été transmise. Fait que moi, je veux dire c'est la question qui porte le titre qu'on m'a donné. Dans la vraie vie, en passant, là, le fait de passer le titre comme étant l'élément unique d'une question n'est peut-être pas la meilleure idée du monde, mais pour la démo, ça va faire. Là, okay? Et ça va être exactement le même principe, en fait, pour le downvote. Fait que maintenant, je vais avoir besoin d'exposer ces nouveaux comportements, ces nouveaux événements. Puis remarquez encore une fois l'augmentation du vocabulaire. Plus je suis en train de monter vers l'organisme, plus mon vocabulaire commence à être proche d'un problème plus global. Fait que maintenant, ce n'est pas juste un upvote, ce n'est pas un feedback. C'est un upvote d'une question spécifique à partir de maintenant, puis je vais pouvoir ramasser cette information-là pour la traiter. On arrive d'un moment où la logique devrait se pointer bientôt, là, normalement. Là. Exact. Donc, ça, c'est juste un organisme relativement simple. C'est sûr que les exemples que Félix-Antoine a donnés par rapport à la product grid, etc., puis que tu pourras avoir des comportements, sont beaucoup plus complexes. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de logique ou qu'il n'y a pas beaucoup de comportement en tant que tel que ça ne représente pas un organisme. Il est composé de choses plus complexes et il va gérer l'affichage d'une certaine manière. Puis la logique de dire cette question, quand elle est upvotée, c'est cette question-là que je veux émettre. Et pendant que tu continues, peut-être dire qu'en même temps, c'est sûr que là, on focalise sur les tests, sur l'interaction, mais en même temps, c'est sûr que la responsabilité de chacune de ces composantes-là, surtout molécules et organismes, est aussi de gérer le placement visuel, là, ces affaires-là. Mais ce qui se teste plus, on va parler tout à l'heure de les autres tests qu'on n'a pas faits, OK? Mais c'est sûr que le placement est une question plus subjective, donc on ne le teste pas en faisant des mocks comme on a fait. Mais la première chose, c'est de s'assurer qu'au moins l'interaction de mes composantes est correcte. Et visuellement, la boîte qu'on vient d'avoir, ça va être la molécule de la question card qui est ici et qui va reprendre ces informations-là pour les réémettre et combiner avec d'autres informations. Puis comme Julien, que je reconnais dans le fond, a dit... Allô, Julien! Cet organisme-là, en fait, est contenu dans un autre organisme qui est un peu plus complexe, qui est celui du feed au complet, la grid au complet. Donc, on va le nommer le question feed. Ça va être celui qui contient, en fait, tous ces éléments ici. Puis ça va être le quest feed.
Et lui, sa mission à lui va être uniquement de représenter, donc selon une liste de questions qu'il va recevoir en entrée, ici, ça va être d'aller représenter toutes les questions qu'il a reçues, ou selon une certaine logique, mettons qu'il y a un certain filtre qu'on déciderait de lui appliquer, il va en enlever quelques-unes, mais sa mission, c'est de lister les questions. Donc, on va aller lister les questions. Fait que j'ai mon question feed ici. J'ai reçu en props ma liste de questions. Tout ce qui me reste à faire, c'est de faire une boucle dessus, donc c'est le map qui est ici, et d'afficher les questions. Chacune des question cards. Fait que là, pour la question que j'ai reçue, je vais aller lui transmettre son titre. Pour toujours cette question, je lui transmets sa description. Il va falloir afficher un certain score. Donc là, la question qu'on a codée, comme elle a une certaine logique, elle va nous permettre de calculer le score. Puis ensuite, comme j'utilise la question card, je me retrouve forcément pris à devoir travailler avec les événements qu'elle va émettre. Donc le upvote de la question, puis le downvote de la question. Mais si on se rappelle d'une des règles des composantes, qui est le SRP, une seule mission, le feedback, le question feed, sa mission, c'est de lister des questions. Mais là, il se retrouve à devoir voter pour des questions aussi, parce qu'il était composé comme d'un organisme un peu plus complexe qui offre ce contrat-là. Fait qu'on est un peu comme mal pris, puis avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on n'a pas moyen de s'en défaire. Donc c'est pour ça qu'on va introduire en fait des autres types de composantes, des composantes qui vont nous permettre de sortir de ce monde visuel un peu. Elles sont encore dans le monde visuel, mais ça va nous permettre de connecter ça à autre chose, puis de faciliter le travail du question feed en tant que tel. Puis là, en passant, ce qu'on va voir, là, ça va être, je le dirai tout à l'heure, je vais avoir présenté le concept, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Puis avant, on disait, on va mettre la logique, puis on va connecter les sources de données au top niveau. C'était beaucoup ce qui a été dit, surtout dans la communauté Redux React, là. C'est beaucoup en train de changer. Si vous relisez la documentation maintenant, vous allez voir qu'ils ne disent plus la même chose. Alors, l'idée, c'est qu'on va venir introduire une espèce de composant en pointillé qui va contrôler finalement notre organisme, mais dont sa seule responsabilité à elle ne sera plus l'affichage, mais va devenir la connexion. Fait qu'il faut vous voyez ça comme une genre de boîte électrique dans laquelle vous voulez passer le filage pour être capable de dire... Parce que le problème que vous allez avoir, c'est que si vous ne mettez pas un composant pour arrêter le flot d'événements, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez passer... Avez-vous remarqué que jusqu'à maintenant, on prend les événements du bas, on les repasse à la molécule qui repasse à quelqu'un d'autre. Puis là, si vous faites votre app complète comme ça, vous allez vous ramasser avec tout le flot d'événements jusqu'en haut. Ça va être un peu l'enfer. Fait qu'on va mettre en place des genres de composants qu'on va appeler des composants intelligents. OK? Là, je vais être obligé de donner 2 synonymes. Moi, j'aimais bien ça. Au début, les gens avaient appelé ça « smart » et « dumb ». Okay? Je trouvais que ça montrait l'affaire quand même. Les « dumb components » sont ceux qui font juste du visuel. Okay? Puis les « smart components » étaient ceux qui passaient le filage. Mais je ne sais pas pourquoi là, la communauté sur Internet a décidé que c'était plate comme nom. Fait que finalement, maintenant, on appelle ça des composants présentationnels et des composants conteneurs. Ne pas confondre conteneur avec composant. Parce que tout ce monde-là sont des composants. Juste, bon, voilà. Fait que maintenant que j'ai dit le vocabulaire, qu'il y en a 2, OK? C'est quoi la nuance? Alors, je vais commencer par un composant qui est présentationnel ou pas intelligent, finalement. Un composant stupide. On va l'appeler de même. Donc, le composant stupide, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est essentiellement les 3 types qu'on a vus, atomes, molécules, organismes, sont des composants stupides, dont l'objectif sont essentiellement seulement de présenter quelque chose visuellement et d'avoir la logique nécessaire de présentation et de validation. Ensuite de ça, de l'autre côté, puis en fait, si vous voulez une définition plus formelle, du côté des non-intelligents, leur unique responsabilité devrait toujours se rapporter à présenter quelque chose au DOM. Ensuite de ça, de l'autre côté, vous avez les composants intelligents, les smart ou les conteneurs, si vous préférez, dont l'objectif, dans leur cas, va être de filer les choses vers des sources de données principalement, ou encore d'avoir de la logique aussi présentationnelle à certains moments, mais plus d'un point de vue comment je combine les événements ou des trucs comme ça. Mais principalement... Oui? Non, c'est bon. L'idée, finalement, de ces composants-là, il y a juste pour ceux qui sont habitués dans les patterns plus de type back-end, là, c'est essentiellement un décorateur. Donc, ce que je venais venir faire, c'est que je venais venir prendre un composant puis je vais le décorer d'un autre qui n'aura aucun impact visuel, mais dont l'objectif va être d'attraper les événements, les combiner, puis faire en sorte de rediriger, brancher ça sur une source de données. Fait que ça se peut que ça dise, la liste de questions, dans notre cas, là, on va-tu la repasser à partir du top layer, du début, tu sais, charger toutes les données au bout de l'app?
Ça va être difficile, surtout dans une app complexe. Alors, on va venir mettre un pointillé, puis lui, sa job, ça va être de dire, OK, là, les composants que moi, je compose ont besoin d'une liste de questions. Bon, bien, je vais me tourner de bord, puis je vais aller chercher la liste de questions en quelque part dans une source de données, puis je vais aller la donner en props au composant visuel en disant, toi, fais ta job, ton unique responsabilité, c'est d'afficher, pas d'aller les chercher, je t'les donne. Lui, sa responsabilité, c'est de brasser les affaires puis les connecter, puis empêcher qu'il y ait une espèce d'effet d'avalanche d'API qu'il faut remettre d'un composant à l'autre jusqu'au top, finalement. Et en fait, maintenant qu'on a à disposition ces conteneurs-là, ben, la question qu'il va falloir se poser, c'est quand est-ce qu'on vient introduire un conteneur? Quand est-ce qu'on décide de décorer une certaine composante? Généralement, ça va être par rapport aux missions des différentes composantes qu'on a déjà vues. Donc, typiquement ici, le question feed, qui a une certaine mission, va utiliser une question card, puis ce question card va venir comme jouer un peu dans ses pattes à cause des événements qu'il donne. Fait que la question card, utilisée dans le contexte d'une question feed, pourrait être un candidat intéressant à décorer dans ce cas-là pour simplifier la vie du question feed, puis pour qu'il puisse respecter et honorer sa propre mission. Donc, l'étape va être de venir décorer cet élément-là. Pendant que Yann va faire une partie de démo, je vais essayer de vous donner une idée imagée de cette affaire-là. Jusqu'à maintenant, on était dans les organismes vivants, fait qu'on va essayer de rester là-dedans, OK? L'idée, c'est essentiellement comme si vous étiez dans un laboratoire de biologie, vous avez votre organisme, ça pourrait être un atome aussi, là, mais peu importe. Puis ça serait de prendre, en fait, un truc de pétri, là, dans lequel il y a une gélule, dans le fond, qui permet de nourrir ton organisme. Mais en fonction de ce que tu vas lui présenter comme écosystème, il n'y aura pas les mêmes réactions, puis il n'y aura pas la même façon de se développer. Fait que c'est exactement l'idée du composant qui est smart. C'est d'aller donner un contexte à ma présentation visuelle en lui disant « Tu vis dans cet écosystème-là, toi, maintenant. Et comme tu vis dans l'écosystème suivant, ben, tu vas obtenir des données, puis des façons de faire, puis des événements différents, et donc tu vas te mettre à réagir de manière différente. Je te fournis le contexte. » Finalement, c'est l'idée du Smart Component. Puis, dans ce cas-là, comme on design comment on va définir un conteneur, un décorateur pour le question card selon les besoins du question feed, il faut qu'on aille regarder par rapport au question feed comment est-ce que ça va l'aider dans son travail. Dans ce cas-là, le question feed possède l'information de toutes les questions. C'est lui qui a la liste de questions, c'est sa mission. Fait que lui va vouloir encore être capable de transmettre à une question card toutes les propriétés de la question, donc titre, description, score. Par contre, il ne s'intéresse pas au upvote, downvote, ça va nous permettre de définir que le question card va devoir recevoir en entrée un certain titre pour la question, une certaine description et un certain score, mais va devoir aller bloquer les autres événements. Donc, il ne va pas les exposer en tant que prop à ce niveau-là. Donc, il va transmettre à notre composante, à notre question card, la molécule, l'organisme en tant que tel, le titre, la description encore, props et description. Remarquez que tous les choix d'aller mettre un Smart Component ici, en particulier, c'est un choix qui est très, très, très contextuel au problème puis à l'app que vous êtes en train de faire. Ici, pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas repasser l'API, en fait, du vote? Bien, parce qu'en fait, si vous y pensez, là, dans le contexte de Stack Overflow, de l'app qu'on est en train de faire, le feed qui affiche une liste de questions, il ne veut pas le savoir c'est quoi la quantité de votes. Ça ne fait pas partie de ses considérations. Un feed de questions n'a pas rapport avec des votes. Donc, tu veux l'entourer pour intercepter ça, pour dire ça, c'est une considération qui ne doit pas remonter plus haut. Parce que si je laisse aussi remonter plus haut, bien là, il faut qu'il gère ça, puis il peut être impacté. Fait que là, ça nous ramène des considérations dont on est habitué quand on fait du design logiciel non web, qui est, je veux éviter la propagation des changements, je veux éviter le ripple effect. Tu sais, le change de quoi dans une classe, puis là, vroom, toutes les autres classes se mettent à changer, bien, c'est la même chose dans les composantes. Je ne veux pas être en train de changer une composante, puis là, bing, 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 toutes les composantes se mettent à changer. Puis c'est là que l'utilisation judicieuse d'un Smart Component va venir freiner finalement ça en disant, c'est bon, à partir de maintenant, ceci n'est plus une considération qui doit remonter plus haut, je vais la connecter. Puis qu'est-ce que ce conteneur va devoir faire avec les événements qui vont arriver?
Mais c'est pas nécessairement sa responsabilité. Il n'est pas supposé savoir qu'est-ce qu'il va faire. Fait que c'est pas à lui de dire, OK, j'ai reçu un upvote, je vais faire un post avec Fetch. Donc Fetch est en JavaScript une certaine façon pour faire des call Ajax, par exemple. Donc je vais faire un post, blablabla, avec tout le monde. C'est pas à lui de savoir ça. C'est pas à lui de savoir non plus qu'il faut qu'il aille dans le local storage mettre un certain item. Parce que justement, s'il le sait, ben, il vient de voler sa propre mission qui est de circuiter les choses ensemble. Donc, il vient de le laisser. Ça fait que là, finalement, ça veut dire que circuiter égale pas faire. Ça, c'est une affaire qu'on voit beaucoup en design, y compris du côté non-web. Généralement, on ne veut pas qu'une certaine boîte, peu importe c'est quoi, là, une classe, un module, un package, un web service, un whatever quoi, là, d'habitude, on ne veut pas qu'une certaine boîte qu'on regarde contrôle à la fois le quand faire quelque chose, quoi faire et comment le faire. D'habitude, la règle du pouce, c'est qu'on essaye de combiner juste deux de ceux-là. Le quoi avec le comment. Si vous prenez une classe, par exemple, une classe dans un design, normalement, devrait savoir quoi, c'est les méthodes publiques qui l'exposent. Donc, c'est quoi. Et il sait comment parce qu'il y a le code entre les brackets là, en Java. Là. Fait que s'il y a le code intérieur, il sait comment le faire. Mais il ne devrait pas savoir quand le faire. Et de la même façon, si vous avez une classe qui, elle, appelle beaucoup de classes et orchestre quelque chose, bien, il devrait savoir quand faire les choses, mais pas comment les faire. L'analogie que je donne souvent par rapport à ça, c'est un chef d'orchestre, ça dirige des musiciens qui jouent différents instruments, mais lui, il n'en joue pas. Okay? Il coordonne la chose. Donc, on ne veut pas coupler les deux. Puis c'est un peu l'idée ici. Si vous mettez fetch ou vous mettez à l'intérieur un appel vers le local storage, à partir de maintenant, ton composant n'a plus comme responsabilité de circuiter, il a comme responsabilité de le faire. Puis ça, c'est pas une bonne idée parce que la journée où tu vas décider que c'est plus... Parce que, mettons que tu as mis fetch, puis là, tu as quelqu'un qui arrive qui dit « L'app, il faudrait qu'elle soit offline. » Bien là, tu as l'air con. Parce que là, il faut que tu ailles dans le local storage à la place, puis là, tu vas y mettre un if partout dans le code où tu as mis ton fetch à cet endroit-là. Alors, on va voir à la place le déléguer à d'autres classes qui ne sont pas visuelles. Parce qu'en fait, le choix d'aller chercher l'information à une place ou à l'autre n'est pas une question visuelle. Le composant Smart est toujours dans la partie visuelle, même si sa responsabilité n'est pas de lui-même faire l'affichage. C'est après le Smart Component qu'on va tomber dans les couches dans lesquelles on est plus dans le visuel. On ne s'occupe plus de comment c'est présenté. Le Smart fait le pont entre les deux, finalement. Donc, dans ce cas-ci, puis pour les fans de la démo, on va décider de le déléguer à un certain service qui va voter la question pour nous, puis qui, lui, choisira sa stratégie de comment est-ce qu'il le fait. C'est certain que si vous êtes dans un monde un peu plus avec Redux Tunk, etc., vous allez connecter ces affaires-là comme ça. Mais tout ce que vous allez faire rapidement, c'est déléguer un certain service pour qu'il puisse synchroniser les différentes affaires ou s'il y a de la logique qui embarque ou peu importe. Donc, on demande à notre question service ici de upvoter et downvoter nos questions. Et c'est tout. C'est juste c'est la simple job de ce conteneur-là. Si on regarde maintenant le reste de notre application par rapport à ici, donc on vient de venir décorer, cet élément qui était ici pour simplifier son API pour qu'il soit mieux utilisé par le question feed et venir comme intercepter certains appels. Maintenant, si on regarde nos autres éléments, les atomes, molécules, etc., ben, est-ce que ça vaudrait la peine d'introduire un autre conteneur à quelque part? On n'a pas assez d'informations en fait pour le savoir actuellement. Parce que le question feed qui est là, lui va avoir besoin à un moment donné qu'on lui fournisse la liste de questions. On ne sait pas d'où elle va arriver. On pourrait décider d'introduire pour le question feed aussi un conteneur, mais ça va dépendre de son contexte d'utilisation. Dans ce cas-ci, l'application est tellement petite qu'on fait juste l'afficher dans la page, puis ça pourrait être bien correct. Mais on pourrait aussi décider de créer un conteneur pour aller lui chercher aller chercher les informations des questions puis lui fournir. Sauf que, c'est ça, pour les fans de démo, c'est pas mal la même chose, c'est pas mal le même circuitage que la question card, donc c'est pas nécessaire de le montrer en tant que tel. La dernière est... oui. J'essaie de réfléchir s'il y a un peu de théorie en plus par rapport à ça. Mais fais le schéma, je pense que ça va nous aider si tu fais le schéma avec le service. OK. Je vais expliquer cette partie-là si tu veux. C'est bon. Donc, actuellement, avec les différentes composantes qu'on avait, on est toujours resté un peu comme dans un monde plus de type visuel. On l'a décrit avec les différents atomes qu'on avait, les différents atomes qui vont travailler ensemble, qui vont être dans certaines molécules, etc., qu'il va y avoir un organisme, puis qu'on est venu décorer cet organisme avec un certain conteneur.
on a vu que ce conteneur-là allait intercepter certains des appels et les transmettre à un certain service. Ce question service-là va sortir du monde plus visuel. Donc, ici, on est du bord visuel. Va sortir du monde visuel en allant appeler ce service. Et je ne sais pas si tu avais quelque chose en tête de continuer. Oui, c'est ça. C'est parce qu'après ça, tu as le choix. Tu peux continuer, soit faire en sorte que le service il appelle directement le monde extérieur. Donc, soit qu'il appelle directement ton back-end, par exemple. C'est le premier choix. Mais tu pourrais vouloir complexifier la chose encore plus. Puis ça, tu vas faire ça quand? Tu vas faire ça quand ton app est extrêmement complexe, puis qu'elle gère probablement des considérations qui ne sont pas seulement j'affiche quelque chose. Puis on peut peut-être tracer, je vais tracer l'échelle peut-être. Je vais vous donner 3 guidelines, OK? Mais cette affaire-là, c'est une échelle qui continue. Le premier niveau que vous allez peut-être faire comme application, c'est un site web, OK? Fait que ça, c'est comme le premier niveau. Si vous faites un site web, c'est-à-dire que c'est essentiellement de la présentation visuelle, là, c'est juste comme, tu sais, je fais un site, il faut que ça soit beau. Le plus important dans ce cas-là, c'est clairement votre CSS, OK? Bien, si vous faites ce genre de choses-là, avez-vous besoin de faire des composantes? Peut-être même pas, mais peut-être que tu veux quand même avoir le luxe d'être capable de dire, voici des morceaux que je veux pouvoir réutiliser ailleurs. Fait que même dans un site web, tu pourrais voir des composantes. Là, l'histoire de Smart DOM, tu t'en fous probablement pas mal. Là. OK? C'est pas très grave parce que tu n'as pas un couplage. Ton couplage n'est pas avec les données. C'est de toute façon, tout est visuel. Bon, après ça, on monte un peu. Intermédiaire, bien là, ce qu'on va se trouver en termes de complexité, ça va être souvent ce qu'on appelle des apps ou des web apps d'intégration. Donc là, on va être dans des cas où tu as un back-end, ta logique d'affaires est toute dans ton back-end, mais il y a quand même beaucoup de logique dans le front-end. C'est pas juste la logique de je le place à droite, je le place à gauche, je fais une couple de validation. Ça va être du style, je prends la source de données là-bas, j'appelle l'autre back-end, l'autre bord. Là, je combine ça, je fais une coupe de crunching là, au travers de ça, je fais une coupe de calcul. C'est essentiellement de l'intégration que tu vas te mettre à faire, mais avec beaucoup de logique, par contre. C'est la vaste majorité des web applications qu'on fait généralement qui sont les plus courantes. Puis ensuite de ça, on a le niveau supérieur dans lequel on touche la web application. Alors, dans ce cas-ci, tu n'es probablement pas une grosse différence entre une application native desktop puis toi, là. Tu es vraiment une app. Puis à ce moment-là, tu peux vouloir mettre des pratiques. Parce que là, vous comprenez probablement que l'idée de ça, c'est que plus on monte en complexité, plus les techniques architecturales que tu utilises pour te protéger des changements puis respecter le SRP doivent être élevées. Parce que sinon, plus de complexité, plus de probabilité que ça change. Et quand ça change, ça va te faire vraiment mal. Fait que tu veux pas ça. Si c'était juste dans le site web, ben, look anyway va être dépassé dans 2 ans. Fait que il faut que tu balances les affaires quand même. Puis c'est la même chose pour la testabilité puis la réutilisabilité là-dedans. Fait que là, si tu es une app de genre intégration, tu vas voir te prendre un certain niveau de protection. Fait que c'est possible que tout ce que tu veux, c'est que quand tu es dans le service, ici, bien, que tu fasses directement un appel, par exemple, vers ton back-end ou au local storage ou quelque chose comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, j'ai rendu indépendant ma portion visuelle de la partie qui fait le JavaScript, donc le code, finalement. J'ai réussi à séparer les deux. Mais si tu es dans une complexité de type application web, croyez-moi, vous pouvez peut-être faire plus que ça. Puis là, si Yann trace qui va arriver, vous allez faire une abstraction ici. Oui, je sais, si vous êtes en TypeScript, il y a des interfaces, mais pas en JavaScript, c'est pas grave. Le même concept existe d'abstraction, OK? Alors, vous allez mettre une abstraction ici, puis vous allez être capable de faire en sorte de rendre finalement ce qu'il appelle le local storage ou le back-end ou qui appelle d'autres XYZ services, va pouvoir commencer à être indépendant et changeable de manière modulaire et plugin. Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui remarquent que tout d'un coup, tout ce qu'on sait dans du back-end comme architecture est en train de revenir, ça ressemble drôlement à ce qu'on appelle un modèle d'architecture hexagonale. Tout d'un coup, c'est ça qu'on réobtient. Pourquoi je veux faire ça? Parce que dans ce cas-ci, j'ai ma portion visuelle, j'ai une portion qui fait le pont entre les deux, puis j'ai les connecteurs qui vont vers le monde extérieur. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que si vous êtes dans une type app, en passant, si vous êtes dans un type app, vous avez bien plus que ça, parce que dans la couche ici, là, vous allez avoir en plus votre vraie logique applicative, là, qui n'est peut-être pas dans un back-end, ou que peut-être, comme vous gérez du offline, pensez à ça, hein, parce que quand vous gérez du offline, ça veut donc dire qu'il y a probablement une partie de la logique qui doit s'exécuter front-end et back-end. Hein? Fait que vous avez peut-être intérêt à vous découpler. Puis autre chose, si vous ne pensez pas à ce type d'architecture-là dans une app web moderne,
vous allez avoir des problèmes si vous rêvez à des trucs genre serverless ou ce genre d'affaires-là. Ça ne marchera juste pas. Parce que tout d'un coup, tu ne veux pas bloquer, tu ne veux pas binder tout ça avec tes composants visuels. C'est une très mauvaise idée. Donc, vous allez commencer à augmenter le niveau de complexité architecturale, puis plus vous allez l'augmenter, plus vous allez tomber dans ce qui est connu finalement des applications traditionnelles desktop ou back-end, finalement. Vous allez juste le recréer. Puis c'est un peu normal parce que si vous appelez Gmail, là, c'est probablement entre intégration puis app web, là. Bien, ça en fait quand même pas mal. Essayez de couper votre connexion Internet, là. Vous allez vous rendre compte que ça fait pas mal quand même. Puis vous imaginez si Google avait codé tout ça dans le code en arrière, des boutons, puis ça serait juste pas gérable leur affaire, là. Ça serait pas testable non plus. C'est ça le problème. Donc voilà. Et l'idée derrière tout ça, c'est de réussir à rendre ça testable, mais je répète une affaire qu'on dit très souvent, puis ça c'est vrai, peu importe si vous soyez dans le web ou pas dans le web. Votre capacité à tester facilement quelque chose est directement reliée à votre capacité à modifier facilement, indépendamment les choses plus tard. Pas capable de tester sans avoir toute la mode qui vient avec, puis votre CSS avec, puis tout le kit, bien, pas capable plus tard de modifier ou de remplacer tes composants sans refaire la refonte de ton app complète. C'est ça qui va arriver. L'un est une fenêtre pour te permettre de voir à quel point l'autre va être facile à faire, finalement. Puis c'est pour ça aussi que les premiers exemples, on a commencé à les faire par les tests pour montrer que c'est possible de driver le développement d'une application web front-end visuelle avec même des tests. Puis pour la dernière partie de la démo, donc là, comme on a parlé des différents services, on va simuler le fait qu'on ait une certaine complexité back-end, front-end, avec une certaine logique. Puis c'est pour ça qu'il y a le système de réputation. Donc, dès le moment où j'ai une réputation, il faut que le total de réputation, de vote de tous mes scores soit positif. Sinon, j'ai une réputation insuffisante et j'ai plus le droit de voter. Donc, dans ce cas-là, actuellement, j'en ai une de questions qui est à 3 votes positifs. Mais il va falloir que je descende à moins 4 votes positifs sur l'autre pour que j'ai plus le droit. C'est ça qu'on va illustrer à travers le code. Et on va se positionner vraiment dans cette portion ici. Je vous présente juste rapidement le formulaire. Donc, le formulaire de questions qu'on a sur la droite, on l'identifie comme étant un formulaire de questions avec réputation, donc qui est reputable. Il va recevoir une certaine réputation en entrée. Et lui, dans sa logique d'affichage, va décider que si je n'ai pas le droit de poser des questions, donc là, c'est ma librairie, c'est mon code TypeScript pur qui va me dire est-ce que tu as le droit de poser des questions, mais moi, je vais juger après ça, en tant que reputable question form, que si ce n'est pas le cas, je vais le disabler. Donc, c'est là qu'on le voit devenir. Remarquez ici la séparation des préoccupations. Il y a quelqu'un qui a le rôle, une classe TypeScript, qui a le rôle de déterminer est-ce que j'ai la réputation nécessaire. Et c'est la composante visuelle, par contre, qui, elle, décide, en fonction de cette réponse-là, comment je veux le représenter. Comme ça, quand quelqu'un dit « Hey, dorénavant, quand tu n'as pas la réputation, on veut juste enlever la question », ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, parce que quelqu'un va t'écrire pour savoir pourquoi il ne voit pas l'endroit où poser la question. Mais mettons que c'est ça que tu veux faire, bien, le choix devient d'être une modification à une seule place dans une composante. C'est ça qu'on cherche à obtenir. Mais si, à l'inverse, ce que tu veux, c'est changer le calcul de ta réputation, bien, à ce moment-là, tu vas aller dans le code séparément de la partie visuelle. Et ça, on a obtenu ça grâce à la partie contrat qu'on place sur les Web Components, ainsi que la distinction avec la partie service. Puis là, pour vous illustrer ces propos-là, dans le test, ce qu'on va avoir comme test, c'est on va préparer une question qui n'a pas la réputation nécessaire pour poser des questions. Donc, on ne va pas savoir c'est quoi le score que ça nous prend. On va juste savoir, tu ne peux pas poser des questions. Alors, dans ce cas-là, je vais vérifier que mon formulaire est bien désactivé. Puis, dans l'autre cas, j'ai la réputation pour poser des questions. Donc, dans ce cas-là, il faut que je le vérifie qu'il ne soit pas désactivé. Puis, cette reputable question form a été mise dans un conteneur parce que le petit panneau qui est ici sur la droite, on a jugé qu'il n'avait pas à savoir comment aller rechercher la réputation, etc. C'est juste un panneau sur le côté, on pourrait mettre une navigation, on pourrait mettre n'importe quoi, ce n'est pas sa mission. Et là, j'ajouterais de faire attention de ne pas coupler la composante visuelle. C'est facile de dire « Hey, il s'occupe juste des réputations. Hey, je vais appeler le service de réputation. » Non, 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 non. C'est sa responsabilité, c'est d'afficher. Sa responsabilité, c'est pas d'aller chercher. Ça, c'est une erreur assez courante, là, d'habitude, de mixer les deux. Donc, en le décorant, on va avoir notre décorateur de conteneur Smart qui va aller demander au service de réputation « Hey, calcule-moi ma réputation pour que je puisse la transmettre à mon élément. » Et comment calculer la réputation? Bien, comme on l'a vu tantôt, comme on simule qu'on a une application qui a de la logique front-end, il ne faut pas que notre service soit au courant directement de quelle persistance on a à faire.
Donc, il va devoir aller demander une certaine abstraction, la liste de questions. Donc, on va passer par un question store, par exemple. Get all questions. Question store, c'est notre objet en passant. Qu'on va avoir besoin d'une manière X ou Y d'injecter à travers dans notre constructeur. Je pense que TypeScript, c'est ça. Question store, qui va avoir un certain type de question store. Et il va manquer un 10. Et maintenant, comme dans notre liste de questions, ben la fonctionnalité que je vous ai donnée, c'est de considérer toutes les questions pour calculer la réputation. Donc, on va passer sur toutes nos questions. On va utiliser les fameux reducers pour le faire, et non pas les reducers de Redux, parce que, by the way, ça existait bien avant Redux, les reducers. Et puis, vérifier qu'on va accumuler notre réputation correctement, tout simplement en utilisant notre objet de réputation riche, qui nous permet de considérer un certain score et demander à notre question « Calcule-moi ton score ». Ceci dans le but de faire en sorte que le service ne sache pas comment faire les choses, mais qu'il sache juste que, et là ça me prend un return, qu'il sache juste quoi appeler à quel moment, mais pas comment le faire. Donc il sait qu'il va devoir appeler la question, il sait qu'il va devoir appeler la réputation, et retourner une combinaison de ça pour calculer la réputation au complet. J'ai oublié ça. Notez qu'ici, on est en train d'assumer que le domaine dans lequel on travaille et l'application a une grande complexité. Sinon, on ne prendrait peut-être pas la peine de prendre autant de couches de protection avant d'aller vers le back-end, finalement. C'est juste une question de dosage. Exactement. Donc, si on se retrouve vraiment dans une application plus de type intégration ou site web, en fait, si c'est plus intégration, il n'y aurait pas cette logique dans le front-end à devoir calculer. Puis, en fait, l'avantage d'y aller avec cette approche-là, c'est que, mettons, vous avez fait votre back-end en Node.js, ben, vous allez avoir votre librairie JavaScript que vous pourrez utiliser dans le back-end du Node.js, puis réutiliser cette même librairie ici qui représente la question, qui représente la réputation, puis vous aurez votre logique d'affaires à une seule place, et non pas et dans le front-end et dans le back-end, parce que c'est la même logique d'affaires. On s'entend que dans le back-end, probablement qu'il va y avoir encore ces vérifications pour vérifier que tu n'as pas le droit de poster une question si tu n'as pas la réputation, etc. Parce que c'est important de faire ça, parce que sinon, si vous ne le mettez pas aussi dans le back-end, ben, tout le monde sait ce qui va arriver. Quelqu'un qui va modifier le code dans le browser pour être capable d'en poster une. Alors, il faut le mettre aux deux places. Ça, c'est un problème récurrent. Si vous êtes votre back-end en Java puis le front-end en JavaScript, c'est plus difficile. Mais si vous êtes les deux en JavaScript ou en TypeScript, bien, vous pouvez importer votre librairie finalement dans les deux cas. Mais si vous avez couplé, par contre, directement vos services avec ça, ça ne sera plus vraiment possible, par contre, cette journée-là, parce que vous n'avez pas de délégation, vous n'avez pas d'abstraction en disant « Hey, je vais connecter ma librairie au lieu de connecter ça à partir de maintenant. » Vous ne pourrez plus faire ça. Puis aussi, ben, le fait d'y aller de cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile à tester, puis rendre notre application plus testable et plus prédictible. Par rapport aux tests, en fait... Oui, avant les tests, une dernière chose. Là, il y a une chose dont on n'a pas parlé dans cette présentation-ci, c'est la partie du CSS. Okay? C'est volontaire parce que la présentation, c'est une présentation, on voulait vous donner un genre de cours sur comment faire les composantes d'un point de vue architectural et testabilité. Mais il reste que tester votre CSS est important et faites vachement attention à pas... J'ai vu beaucoup d'entreprises qui vont faire des composantes comme celle-là, bien découpées puis tout, mais là, ils se couplent avec leur CSS. Du genre, tu vas avoir un truc du genre, le nom du style va être ligne verte. C'est une mauvaise idée d'utiliser ligne verte dans plusieurs composantes. Parce que la journée où quelqu'un change la tonalité de vert, es-tu sûr que tu veux le changer dans toutes les composantes? Fait que, il faut l'embarquer à l'intérieur de la composante elle-même, première chose. Mais deuxièmement, faites attention de ne pas faire, même si elle est embarquée, supposer des noms ou des morceaux de CSS qui sont ailleurs que vous supposez être là. Sinon, vous brisez finalement tout ce que vous venez de faire. C'est extrêmement courant. Puis là-dessus, vous pouvez regarder, autant on a regardé Atomic Design du point de vue architectural, autant vous pouvez regarder BEM, B-E-M, pour tout ce qui est comment séparer en morceaux finalement ton CSS. Fait que pensez à ça. Puis ça veut dire aussi que vous n'êtes pas capable de faire votre séparation en composantes tout seul si vous êtes des développeurs. Public-Cible, si c'était développeur, vous ne pouvez pas penser à ça tout seul. Ça va vous prendre des gens, notamment d'intégrateurs, qui vont être capables de vous dire « OK, bien moi, je vois ça de même. » La distinction entre intégrateur, développeur n'a jamais été aussi mince si vous voulez réussir à faire du découpage architectural correct. Vous avez besoin de travailler ensemble.
Bon, là, on est dans une conférence d'agilité, j'imagine que ça ne vous surprend pas vraiment qu'on dise ça, mais c'est nécessaire, OK? Puis, considérez le CSS. Puis là, parlant de tests, justement, vous allez vouloir quand même tester la partie visuelle de vos composantes, OK? Il existe des outils qui vont vous permettre de faire ça, mais l'humain, dans ce cas-ci, est souvent difficile à remplacer, OK, son jugement. Fait que ça se peut que vous vouliez faire le maximum de tests automatisés d'interaction entre vos composantes, puis garder l'aspect visuel peut-être en partie manuel, puis peut-être après, vous voulez utiliser d'autres outils qui font juste s'assurer qu'il n'y a pas de changement majeur visuellement, etc., pour le rendre automatisé. C'est pas là qu'il y a le plus grand gain d'automatisation. Le plus grand gain, c'est d'éliminer tout, finalement, ce qui peut ne pas être visuel. Puis, un des messages qu'on veut vous envoyer avec cette présentation-là, c'est que si vous ne découpez pas correctement vos composantes, tout va devenir visuel. Donc, vous allez devoir tout tester manuellement. Beaucoup d'entreprises qui nous disent « j'ai de la misère à tester, automatiser, est-ce que je devrais prendre des screenshots, est-ce que je devrais… » La vraie question, c'est que 75 % des tests qui sont listés pourraient être évités si l'architecture web était découpée autrement, parce qu'ils ne représentent pas vraiment « Hey, tu as mis ça aligné à 2 pixels avec celui-là. » Ça, c'est dur à tester de manière automatisée. Le fait que cette composant-là embarque celle-là, puis qu'elle lui envoie cette donnée-là, même pas besoin de démarrer l'application. On a volontairement fait une démo dans laquelle on n'a jamais démarré l'app pour tester. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on moque, en fait. On fait des fausses composantes intérieures et extérieures, puis on fait juste valider la coopération entre ces différentes composantes-là. Puis en fait, avec cette stratégie-là, pour des plus petites applications, c'est suffisamment, ça va nous donner une confiance suffisante, en fait. Parce que si on reprend chacun des atomes, molécules, etc., qu'on a travaillé, si on illustre ça selon les tests, ben on va avoir au plus bas niveau notre bouton de feedback, qui, lui, on se rappelle, est exposé à un certain événement. Donc, pour notre test, on allait vérifier que quand il y a un clic sur ce bouton-là, ça allait émettre l'événement onFeedback. Mais on s'arrêtait à ce niveau-là. Après ça, on embarquait de ce côté-ci avec notre atome de vote. Et lui, on allait vérifier que, mettons qu'il y a eu un feedback positif, je vais vérifier que j'ai bien fait un upvote. Donc, on émettait un nouvel événement ici, puis notre test venait vérifier ça, cette partie-là. Donc, le test du vote restait là-dedans, le test du feedback restait là-dedans. Puis après ça, on continue. On avait notre question card en haut, qui, elle, allait donner un sens entre un vote et une certaine question. On simule l'événement, il y a eu un upvote, puis on vient de dire maintenant, ça c'est un upvote d'une question, etc., etc. Puis pour ce qui est toute la configuration, ben c'est pareil. Quand on avait le question feed, on disait, on t'a donné une certaine question avec un score, ben, configure ton vote de la bonne manière. Maintenant, ton vote a reçu un certain score, ben, affiche-le d'une certaine manière ou affiche le bon icône pour le feedback. Fait qu'on vient à chaque fois comme ça. Puis on va toujours s'arrêter là où un test termine, il y a un autre test qui commence. Donc on va comme boulonner chacun de ces tests ensemble. Puis après ça, on avait décidé d'apporter une certaine composante qui venait décorer ici. Puis lui, le test qu'on ferait là-dessus, c'est vérifier, OK, maintenant qu'il y a eu un certain événement, on prend cet événement-là, est-ce que j'ai bien appelé mon service? Mais je ne vérifie pas que mon service roule ou quoi que ce soit. Je fais juste vérifier. Puis si on avait d'autres tests, etc. On continuerait comme ça, tout ce boulonnement, tout cet ancrage de ces tests-là. Mais ça fonctionne dans le cas où on a une petite application relativement simple qui a des comportements très précis. Mais là, dès le moment où on commence à avoir des besoins, des requis plus fonctionnels, des choses plus dures à tester, puis qu'on commence à avoir des problèmes, en fait, qu'on se rend compte que ces tests-là ne capturent pas automatiquement, ben c'est là qu'on va vouloir s'intéresser à avoir d'autres types de tests. Donc, c'est pas parce que dans la démo, on a fait que des tests unitaires qui travaillent ensemble qu'il n'y a pas besoin de certains tests, plus de tests de flow. Mais ces tests-là n'ont pas besoin de démarrer votre app au complet. Si vous voulez juste vérifier comment vous passez d'une page à une autre, que la validation fonctionne correctement, etc., vous pouvez couper votre back-end au complet, mettre des fausses données, puis vérifier que vous passez entre les pages correctement. Si vous voulez vérifier que vos éléments sont bien affichés, en fait, pour l'autre exemple, par exemple, c'est avec Cypress.js ou Selenium, des exemples comme ça. Ce n'est pas parce qu'on utilise Selenium ou Cypress qu'il faut partir un serveur. On peut juste partir notre web app, simuler tout le reste, puis tout va bien fonctionner. Et puis, pour ce qui est du visuel, après ça, on a des outils comme Storybook. Storybook, eux, vont prendre une photo du rendering de vos composants. Vous allez juger, ça, c'est ce que je m'attendais à voir. Puis après ça, on développe. Puis là, tout d'un coup, il va vous dire, « Hey, tu as fait un changement qui a trop changé le visuel. Lequel est le vrai? » Mais il y a encore la décision humaine par-dessus.
Mais Storybook, à la base, c'est juste une librairie de composantes qui permet de les visualiser, mais il y a des plugins qui permettent de les faire tester ensemble. Fait que, bref, il existe tous ces autres types de tests pour aller couvrir ça une fois que notre application devient encore plus complexe. Puis pour ceux qui avaient assisté à ma présentation l'année dernière sur la pyramide de tests, bien, ça nous ramène encore une fois à cette question-là. Ce qu'on veut obtenir, c'est descendre le plus bas possible vers des tests les plus petits qui sont indépendants. Puis si vous regardez sur le schéma, c'est ça qu'on a réussi à avoir ici. Chacune des boîtes, donc chacune des composantes, sont maintenant testables indépendamment les unes des autres et donc réutilisables, finalement. Puis après ça, bien, on ne teste que le nécessaire. Si vous voulez tester le visuel, après ça, avec Storybook. Et ça commence à glitcher. Nos micros ont tous les deux arrêté en même temps. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Mais, oui, je disais, je pense, si on veut les tester comme séparément, juste pour la partie visuelle, après ça, bien, vous ne testez que ça. Et donc, si la partie visuelle change, vous aurez très peu de tests à changer. Si vous avez basé tous vos tests de front-end sur quelque chose avec Selenium puis des snapshots d'images, bien, à chaque fois que vous faites le moindre changement, il y a plein de tests qui viennent de s'écrouler. Donc, vous n'en voulez pas zéro, mais vous en voulez le minimum et qui teste seulement la partie que vous ne pouvez pas tester en isolation. Et le fait de ne pas avoir découpé en composantes pour lesquelles on fixe des contrats clairs entre eux n'est pas une raison, finalement. Donc, en résumé, je pense qu'on vous a présenté comment est-ce qu'on fait pour faire des boîtes d'un point de vue architectural. On fait en sorte que ce soit des boîtes noires du point de vue de l'extérieur en cachant comment elles fonctionnent réellement à l'intérieur et en exposant des API, entre guillemets, des props en React, entrantes et sortantes sous la forme d'événements. Et on fait en sorte qu'on a une visibilité de ces contrats-là seulement à N+1. Ensuite, en faisant ça, on s'est mis à tester seulement l'interaction entre ces choses-là, qui nous permet de les avoir... Ah, ça a changé. Oui. Mais ça nous permet de les avoir séparément les uns des autres. Ensuite, on pourra faire les autres tests et on n'oublie pas de ne pas coupler avec le CSS. Voilà. Alors, merci malgré la chaleur et de nous avoir écoutés. Merci. Bon, y en a-t-il des braves qui veulent poser des questions malgré la chaleur élevée? Oui? OK. J'ai pas compris la question. La question, oui, je vais la répéter. La question, c'est dans ce qu'on a fait, c'est quoi qui était considéré comme un test médium? En fait, on n'en a aucun dans notre cas. Aucun. Ce sont tous des tests small. Là, dans le web, là, il y a une petite... je pense pas qu'on a le temps de rentrer dans les spécificités de ça. Il y a une discussion, est-ce que c'est small, même si c'est visuel? Nous, on a considéré que les tests qui utilisaient Enzyme, donc qui moquaient les components, qui nous obligeaient pas de booter l'app ou de l'avoir, le visuel, c'était un small. Donc, c'est notre considération. On n'a pas de médium. On pourrait avoir des médiums, notamment pour venir tester l'enchaînement de mes pages, par exemple. Ça, je vais être obligé de booter l'app. À moins que j'aie un mécanisme avec une techno qui a du routing, quelque chose comme ça, où je pourrais tester seulement le routage. Là, ça va dépendre de la techno un peu, par contre. Mais il n'y en avait pas dans notre cas. C'est beaucoup aussi parce qu'on a considéré que le component comme étant notre unité. Comme on fait des tests avec Enzyme sur la component, ça reste des tests small parce qu'ils sont sur l'unité. D'ailleurs, si vous faites le parallèle dans du code Java ou .NET ou whatever, ce qu'on considère comme étant un test unitaire, le mot unitaire provient de unité. En orientation objet, l'unité, c'est la classe. En langage fonctionnel, c'est la fonction. Bien, en visuel, c'est la composante. Puis à ce moment-là, toutes les bonnes pratiques de test unitaire, en guillemets, tu peux les extrapoler vers la composante puisque c'est une unité. Donc, je dois la prendre comme une boîte noire, je dois faire en sorte qu'elle ne doit pas être fragile par rapport à elle, je dois la tester comme si j'étais un utilisateur. Toutes les bonnes pratiques qu'on connaît d'un test unitaire vont ressurgir à ce moment-là, une fois qu'on a compris ça, finalement. Oui? Oui. Oui. En passant, tu dis quelque chose de vraiment cool. On a décidé de ne pas mettre ça dans la présentation pour ne pas se passer le bras dans le tordeur. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que tout ça, là, les web components, parce que les web components s'en viennent en termes de normalisation, puis etc. Mais pourquoi est-ce que c'est une vague de fond en architecture? C'est notamment aussi à cause des microservices. Parce que si on prend la définition d'un microservice, définition brute, pure, là, c'est je suis capable d'avoir un service que je peux déployer indépendamment les unes des autres. Ça, en passant, ça veut dire pour ceux qui s'en vont dans les microservices, que vous n'êtes pas supposé être obligé jamais de faire un test qui met deux services en même temps, normalement, pour répondre à la définition d'un microservice. Il faut faire ce qu'on appelle du contract testing pour faire ça. Bien là, si tu veux faire ça puis être vraiment puriste, en théorie, un microservice devrait fournir les composantes, finalement, qui ont rapport à son domaine d'affaires. Parce que là, on pourrait creuser loin.
Un microservice, c'est découpé comment? C'est découpé en bundled context. Les bundled context ont leur propre langage, comme un sous-domaine, finalement. Et le sous-domaine va avoir ses propres composantes nommées telles quelles. Puis c'est pour ça, Sam Newman avait dit dans une formation, le gars qui a écrit Building Microservices disait « Le web est juste pas rendu au point où vraiment c'est praticable, ce que je viens de dire. Mais ça s'en vient. » Puis il faut comprendre ça. Puis même si pour l'instant, on se base sur React pour le faire, un jour, ça sera probablement normalisé, cette patente-là. Polymer a beaucoup poussé ça en expérimentation. Là. Google veut pousser ça au bout. Fait que pourquoi est-ce qu'on veut choisir des architectures en composantes comme ça? Aussi parce que si tu veux faire des vrais microservices, tu vas pouvoir les déployer en même temps et les embarquer finalement. Beaucoup d'entreprises qui font des web apps qui contrôlent entièrement l'environnement, là, genre, mettons, Slack, une to-do list, des vrais apps, là, par exemple, eux commencent à pouvoir le faire avec des vrais microservices, tout simplement parce que comme ils ne diffusent pas dans n'importe quel browser, ils contrôlent le canevas de la page, finalement, donc c'est plus facile. Et là, ça nous ramène, on est dans une conférence d'agilité, ça nous ramène à dire, je suis maintenant capable de faire en sorte ce qu'on voulait avec les microservices, c'est-à-dire qu'un microservice n'appartient qu'à une seule équipe, finalement. Les autres peuvent aider, contribuer, mais normalement, il y a un seul ownership sur un microservice, puis là, ça nous ramène toute la partie du whole team, puis etc. Fait qu'il y a comme une clé manquante dont on pense, en tout cas, que les components puis les web components vont devenir la clé pour pousser plus loin ça. Fait que c'est une question super intéressante. Une dernière avant qu'on termine? Ah oui? Ah, il y avait une question ici, oui. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est une question. Sa question, c'est si tu fais des micro-frontends, des microservices, et que tu les embeds dans une grande app, comment est-ce que tu détermines qui a la responsabilité, finalement, du placement global ou, enfin, de l'interaction globale? C'est une question complexe, puis je te dirais que si tu cherches un peu dans la communauté, clairement, tout le monde ne s'entend pas. Je te dirais juste une chose. Pour ceux qui auraient vu ma présentation de ce matin, il y a une clé là, dans l'étude que je présentais ce matin. Ce qui fait qu'on a les meilleurs résultats en termes architectural, c'est toujours quand on réduit la quantité de communication entre les équipes et quand l'architecte se transforme non pas en la personne qui a décidé, mais qui a fait en sorte qu'on en a discuté ou qui a minimisé la communication nécessaire entre deux équipes. Fait que là-dessus, je te répondrais que, même si c'est un peu vague, là, je te dirais que tu veux structurer ton application globale d'une manière telle que chacun puisse déployer au maximum indépendamment l'un de l'autre sans se parler. C'est un vœu pieux, mais tu veux viser ça. Puis à chaque fois que tu trouves que ça augmente, tu essaies de le réduire encore plus. Puis là, Oui, vas-y. je vais t'interrompre parce que je vois les signes pas mal. Oui, Ouais. OK, ouais, je vais m'arrêter, mais bref, merci. Merci beaucoup. Si tu veux, tu peux venir me voir, on va en jaser après. Ouais.